Depuis le 5 novembre dernier, avec la réélection du candidat républicain Donald Trump, l'Amérique a amorcé un changement stratégique majeur, redéfinissant son approche économique et géopolitique. Dans ce contexte, les cryptos, autrefois au bord de la marginalisation, s'imposent désormais comme un pilier central des discussions. Entre l'explosion des cours, des déclarations politiques très positives et des initiatives audacieuses, notamment la réflexion autour des réserves stratégiques en Bitcoin, l'écosystème crypto évolue dans un environnement des plus confortables, porté par un optimisme qui dépasse largement les frontières des États-Unis. Des pays comme le Brésil ou encore la Pologne réfléchissent sérieusement à constituer ces fameuses réserves. On pourrait croire que ça y est, enfin, après toutes ces années de bataille, Bitcoin et par extension l'ensemble de l'écosystème crypto a gagné, s'imposant comme une force incontournable dans l'environnement politique, économique et financier mondial, sans retour en arrière possible. Et pourtant, à la fin du mois de novembre, nous apprenions qu'aux États-Unis, ce même pays où le regain d'optimisme autour de la crypto a dominé tout au long de 2024, une autre réalité persistait. Une réalité bien plus sombre qui n'a cessé d'œuvrer dans l'ombre pour freiner, voire nuire à l'ensemble de la classe crypto. Débancarisation arbitraire, directives officieuses, pression réglementaire, autant de pratiques opaques qui viennent ternir ce tableau sur le papier prometteur. Ces manœuvres, pouvant largement s'apparenter à une logique mafieuse, mettent en lumière une lutte de pouvoir intense où les institutions les plus influentes cherchent à maintenir leur emprise face à un secteur en plein essor. Ce qui était présenté comme une théorie du complot il y a encore quelques mois se montre finalement plus vrai que jamais. Vous connaissez sûrement la relation tumultueuse entre la SEC, dirigée par Gary Gensler, et les cryptos. Mais connaissez-vous celle de la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation ? Dans un scénario digne de votre série Netflix préférée, cette institution aurait usé de toute son influence pour tenter d'étouffer le marché crypto. Comprenez bien qu'ici, il ne s'agit pas d'un simple conflit réglementaire, non. Il s'agit en réalité d'une guerre froide entre les institutions puissantes actuelles et la crypto qui luttent pour son avenir aux États-Unis. Alors comment Bitcoin et surtout le secteur crypto a fait face à ce qui ressemble à une ultime tentative pour stopper l'inarrêtable. On vous explique tout dans cette vidéo, j'ai assez, c'est parti. Tout commence à la fin du mois de novembre lorsque Marc Andreessen, le cofondateur de A16Z, un immense fonds d'investissement profondément impliqué dans l'écosystème crypto, est invité sur le podcast de Joe Rogan. Pour vous donner une petite idée de l'ampleur de ce podcast, c'est pas assez, sa chaîne YouTube compte pas moins de 18,7 millions d'abonnés et cumule plus de 5 milliards de vues. Joe Rogan, c'est l'une des voix les plus influentes du paysage médiatique américain. Lors de cette interview, Marc Andreessen fait une révélation choc. Plus de 30 fondateurs de startups crypto ont été littéralement débancarisés de force. Des comptes bancaires fermés, des services financiers refusés et tout cela de manière complètement arbitraire, sans la moindre explication. Ces débancarisations forcées découleraient de directives officieuses émises par certains régulateurs, notamment la FDIC, alors même qu'aucune loi en vigueur n'interdit ou ne restreint la collaboration entre les banques et les entreprises crypto. Alors pour info, la FDIC ou Federal Deposit Insurance Corporation est une agence indépendante des États-Unis. Elle a pour mission d'assurer les dépôts bancaires afin de protéger en théorie les épargnants en cas de faillite d'une banque. Elle vise également à promouvoir la stabilité financière et à renforcer la confiance du public dans le système bancaire. Mais pour comprendre le rôle exact de la FDIC, les directives qu'elle aurait discrètement poussées en coulisses et comment cette affaire a été révélée au grand jour, il faut remonter quelques mois en arrière. Nous évoquions en introduction le rapport houleux entre Gary Gensler à la tête de la SEC et les projets évoluant dans l'écosystème crypto. En 2023, le régulateur poursuivait par exemple le célèbre exchange Coinbase. À l'époque, la SEC affirmait que plusieurs actifs listés sur la plateforme, comme le Sol de Solana, l'ADA de Cardano ou encore le Matic de Polygon, constituaient des titres financiers non enregistrés. Ces cryptos, selon l'agence, remplissaient les critères du Howey Test, un standard juridique établi en 1946 par la Cour suprême des États-Unis pour déterminer si une opération financière constituait ou non une securities. Bon, on pourrait discuter de la pertinence d'un standard vieux de près de 80 ans ou de si ces cryptos s'inscrivaient réellement dans la logique comme des securities, mais c'est pas le sujet ici. Suite à ces accusations, l'objectif de Coinbase n'était pas de se battre pour affirmer qu'une crypto était ou non un titre financier. Ce que Coinbase demandait par la voix de Paul Grewal, son directeur juridique, c'était avant tout d'obtenir des lignes directrices claires. L'objectif était simple, savoir précisément quelles cryptos seraient considérées comme des titres financiers et lesquels ne le seraient pas. Sans cette clarification, il devenait tout simplement impossible pour Coinbase d'assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. L'absence de réponse claire de la part des régulateurs a poussé Coinbase à exiger des comptes à la SEC. En juin 2024, l'exchange crypto a invoqué la Freedom of Information Act et ce à plusieurs reprises pour obtenir des réponses de la part des différents régulateurs.
Cette loi fédérale, adoptée en 1967, garantit l'accès public aux documents détenus par le gouvernement dans le but de promouvoir la transparence. À travers cette démarche, Coinbase cherchait à éclaircir plusieurs points essentiels. D'une part, le positionnement des régulateurs vis-à-vis de l'écosystème crypto, mais surtout le comportement et l'impact du régulateur sur les relations entre les entreprises crypto et les institutions bancaires, puisque la FDIC aurait initialement demandé aux banques de limiter, entre guillemets, leurs services aux entreprises crypto. Malgré ce recours juridique, les agences comme la SEC et la FDIC ont refusé de répondre à la demande de Coinbase, expliquant que les documents étaient confidentiels. Mais après de longs mois de litige, Coinbase a finalement obtenu l'accès à certains documents. Parmi eux, l'exchange aurait découvert pas moins de 23 lettres émanant de la FDIC. Ces dernières visaient explicitement à décourager les banques de collaborer avec des entreprises liées de près ou de loin à l'écosystème crypto. Dans l'une de ces lettres écrites par le régulateur bancaire, on peut notamment lire cette directive « Nous vous demandons respectueusement de suspendre toute activité liée aux actifs crypto ». Donc oui, vous comprenez bien, un régulateur a directement fait pression pour que les institutions bancaires refusent leurs services au secteur crypto, alors même que ce dernier est parfaitement légal, au même titre que n'importe quel autre business. Si une banque refusait de se plier à ces directives officieuses, elle risquait de se retrouver assommée par des audits répétés, potentiellement toujours plus complexes et invasifs. En parallèle, il y avait également la menace que les banques récalcitrantes voient leur prime FDIC, donc en gros leur assurance de dépôt, augmenter de manière significative. Ces primes conçues pour protéger les dépôts des clients auraient également pu être utilisées comme un outil dissuasif, augmentant les coûts fixes de la banque et rendant chaque dollar déposé plus coûteux à gérer. À un certain point, maintenir des relations avec des clients crypto devenait, selon toute vraisemblance, une décision financière difficilement justifiable. Les régulateurs n'avaient même pas nécessairement besoin d'émettre des interdictions formelles. Ce climat de peur et d'instabilité suffisait à influencer les décisions des grandes banques. Celles qui continuaient à travailler avec cette industrie pouvaient se retrouver isolées, en proie à des doutes sur sa conformité réglementaire. À la suite de ces révélations, l'onde de choc a été immédiate et les langues se sont vite déliées et plusieurs figures majeures du secteur crypto ont pris la parole pour partager leur expérience et dénoncer la situation. On retrouve par exemple Tyler Winklevoss, l'un des cofondateurs de l'exchange Gemini, Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, Sam Kazemian, le fondateur du protocole DeFi Frax Finance et des entreprises comme Casa. Tous ont indiqué avoir vu leur compte bancaire fermé de manière totalement arbitraire. Davis Marcus, qui dirigeait le projet crypto de Facebook Libra, a également pris la parole pour raconter comment son projet a été tué par le gouvernement américain, notamment par Janet Yellen, connue pour ses positions fortement anti-crypto, qui aurait indiqué à Powell que le développement de ce projet serait un suicide politique. Et selon certains, les choses vont même beaucoup plus loin que la simple fermeture de compte. Vous vous souvenez sans doute des faillites bancaires en 2023 où plusieurs banques américaines, comme Silicon Valley Bank, Silver Bank et Signature Bank, ont fait faillite dans un contexte de tension économique. Eh bien, bon nombre de ces banques avaient comme point commun une certaine exposition au secteur crypto. Et selon les déclarations de Barney Frank, ancien directeur de Signature Bank, mais aussi ex-membre du Congrès américain et co-auteur de la loi Dodd-Frank de 2010, une réforme majeure visant à réguler le secteur financier après la crise de 2008, d'après ces informations, la FDIC aurait directement envoyé des inspecteurs dans les locaux de Signature Bank. Le message était relativement clair, faire de la banque un exemple pour dissuader d'autres institutions bancaires de travailler avec des entreprises liées à l'écosystème crypto. En gros, certaines de ces banques auraient été poussées à la faillite par le régulateur, alors même que leurs états financiers n'étaient pas si catastrophiques que cela. Cette campagne de débancarisation menée par le régulateur a refait surface cette semaine au Congrès. Lors d'une audience organisée par la House Financial Services Committee, des dirigeants d'entreprises crypto ont témoigné pour dénoncer la manière dont leurs sociétés ont été systématiquement exclues des services financiers essentiels. Les choses ont été si loin que même une banque spécialisée dans la fourniture de services aux institutions, Anchorage Digital, agréée par l'OCC, s'est vue débancarisée. Cette histoire opaque visant à freiner, voire empêcher l'essor de l'écosystème n'est que la continuation de l'opération Choke Point, initiée par l'administration Obama en 2013. À l'époque, cette initiative visait à restreindre les activités de certains secteurs jugés à haut risque, mais pourtant parfaitement légaux comme la vente d'armes, l'industrie du tabac ou encore le porno, en limitant leur accès aux services financiers. Mais attention, les régulateurs n'interdisaient pas directement aux banques de fournir leurs services à ces secteurs. À la place, ils mettaient en avant des risques réputationnels ou intensifiaient les audits et la supervision, rendant ces relations coûteuses et risquées pour les institutions financières. On se retrouve ici face à un schéma similaire, un choke point 2.0 sur l'industrie crypto.
Comme on le disait tout à l'heure, ce qui était encore que des doutes il y a encore quelques mois se confirme dorénavant réellement. Cette situation a non seulement déchaîné l'indignation au sein du secteur crypto, mais a également attiré l'attention de figures influentes comme Elon Musk. Ce dernier, toujours prompt à commenter les grandes controverses liberticides, a réagi en appelant, je cite, à partager cette histoire avec vos amis et votre famille pour comprendre à quel point le gouvernement a été diabolique. Si aujourd'hui, ce Choke Point 2.0 cible directement le monde crypto, ses déclinaisons et zones d'impact s'étendent bien au-delà. On pourrait parler par exemple de l'affaire Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui a vu ses comptes bancaires bloqués en raison de son opposition au gouvernement. Ici, soyons clairs, il ne s'agit pas d'être pour ou contre un parti politique, pour ou contre la crypto, un secteur d'activité ou un individu. Non, c'est une question fondamentale de liberté et de souveraineté, qui transcende nos convictions personnelles. Comme le disait Thomas Paine, celui qui veut conserver sa liberté doit protéger même ses ennemis de l'oppression. Car s'il ne s'y astreint pas, il créera ainsi un précédent qui l'atteindra un jour. La liberté, justement, est au cœur de l'écosystème crypto et de la philosophie crypto dans son ensemble. Et ce qui va de pair avec la liberté, c'est la responsabilité. La question qui se pose maintenant est la suivante. Avec l'investiture de Trump et son entrée en fonction officielle en janvier, est-ce que les choses vont véritablement changer ? Et surtout, est-ce que Bitcoin et les cryptos pourront enfin exister et se développer en toute liberté ? Si certains signaux positifs sont déjà visibles, comme la démission attendue de Gary Gensler à la tête de la SEC ou encore la nomination de personnalités pro-crypto à des postes clés, comme Matt Gaetz au poste de procureur général ou Scott Bessent, un gestionnaire de fonds favorable aux cryptos, au poste de secrétaire du Trésor, une question reste en suspens. Qui prendra la tête de l'institution au cœur de notre vidéo du jour, la FDIC, et surtout est-ce que cela mettra fin aux pressions subies par les acteurs crypto ? Le président actuel de la FDIC a déjà annoncé sa démission et Donald Trump a affirmé son intention de transformer profondément la réglementation bancaire en vigueur. À ce jour, Travis Hill, actuel vice-président de la FDIC, loin d'être pro-crypto mais connu pour ses positions plus nuancées sur la question, est pressenti pour succéder à Martin Gruenberg au poste de président, mais bon, rien de sûr pour le moment. Après plus de 15 ans d'existence, Bitcoin est en train de se faire un chemin jusqu'aux plus hautes instances de l'État. Le cheval de Troie est sur le point de passer la porte. Vous pouvez le condamner, vous pouvez tenter de le freiner, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Et ça, les leaders de ce monde sont de plus en plus nombreux à le comprendre. Биткоин, кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета. Кто может запретить? Pour être tout à fait honnête, je savais que ce genre de déclaration était plus que probable, mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Et si vous voulez mieux comprendre comment Bitcoin s'intègre envers et contre tout dans l'économie américaine et mondiale, je vous recommande 7 autres vidéos GAC.